Bonjour Louis-Charles. Bonjour Pierre-Alexandre, bonjour à tous. Et donc, le programme du webinaire, nous allons commencer avec Gildas, donc, qui va nous présenter la position technique de la filière automobile. Donc, Gildas, qui travaille chez Stellantis, mais sera aujourd'hui la parole de la PFA, sera suivi de Louis-Charles, qui vient de nous rejoindre, pardon, qui va nous parler du projet Magnolia, donc la structuration d'une filière française d'aimants permanents. Et ensuite, on aura Emmanuel Robin et Jérôme Gouin du pôle Avenia qui vont nous parler du programme Alina, donc une filière européenne responsable. Voilà, donc ce webinaire vous est proposé donc par Nextmove. Je pense que vous connaissez à peu près tous Nextmove. Juste en deux, trois mots, on est donc un pôle de compétitivité qui œuvrons sur les territoires de Normandie et d'Île-de-France dans l'automobile et les mobilités. On agit de la R&D jusqu'à l'industrialisation avec toutes sortes d'acteurs. On a un peu plus de 500 membres dans notre réseau, qui sont des académiques, des startups, des PME, des grands groupes, des territoires, etc., qui sont le propre donc d'un réseau et d'un pôle de compétitivité. Donc ceux qui connaissent pas ou qui souhaitent avoir plus d'infos, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou par LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous expliquer plus en détail ce qu'on fait à Nextmove parce qu'on fait beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, de mon côté, c'est bon. Peut-être, alors je vois qu'il y a encore assez peu de gens de connectés par rapport au nombre d'inscrits, mais je pense que ça va venir dans les 5 minutes qui viennent. Ouais, sachant que Donc voilà, je te passe la main, Gildas. les premiers slides, c'est la présentation de la PFA. Donc, ceux qui ne sont pas encore connectés, ils ont encore au Voilà, slide suivant pour pouvoir raccrocher le webinaire. très Je vais bien. commencer à ce moment-là. Je te laisse faire le modérateur. Hop, Tout à fait. voilà. Donc, Gilda Bureau, je travaille chez Stellantis et je pilote et avec Renault le groupe de travail en fait au sein du CRA10 sur les matériaux critiques. Donc, je vais vous présenter en fait le contexte automobile et la partie filière automobile, vous connaissez, mais les activités du groupe de travail. Donc, dans les activités de ce groupe de travail, il y a la partie position technique et puis aussi les activités en fait liées au levier stratégique. Et les deux exemples qui vont suivre vous présenteront aussi la mise en place de ces leviers stratégiques au sein des différents sujets de la filière. Et les activités en cours avec notamment une grande vision sur le réseau qui est développé autour de cette activité sur les matériaux critiques. Et un point particulier aussi qui est cher à la filière, puisqu'on travaille aussi avec la Société des ingénieurs de l'automobile sur tout ce qui est notre livre blanc sur les compétences rares. Et vous verrez, dans le cas des matériaux critiques, il y aura besoin de compétences. Et ça, c'est un point important. On est en train de revoir aussi bien le position paper que le livre blanc, mais ça vous donne vraiment l'état actuel des outils que nous utilisons. Donc la filière automobile, vous la connaissez, 4000 entités, plus de 400 000 emplois, premier déposant de brevets, donc une activité très dynamique. Vous connaissez donc les partenaires, les constructeurs équipementiers, les fédérations techniques et les partenaires régionaux. Hier, on était à la partie Rennes, toute la partie ouest, façade atlantique chez ID4 Mobilité pour un congrès matériaux. Aujourd'hui, Nextmove, donc vous voyez, au sein de la filière, d'avoir ces activités avec les pôles de compétences est très important. Donc l'activité pour tout ce qui est lié véhicules décarbonés, zéro émission en 2035, donc ça c'est tout ce qui nous motive, rendre aussi le véhicule abordable, donc ça c'est un point important, et puis tout ce qui est empreinte environnementale avec le programme du véhicule à faible empreinte environnementale aussi qui est piloté au sein de la filière. Et vous connaissez donc la filière, c'est un outil fort de l'industrie française pour définir et exécuter la stratégie de la filière industrielle automobile et de défendre ses intérêts au niveau national, européen, et on le verra aussi au niveau international, puisque les enjeux des matériaux critiques ne s'arrêtent pas aux frontières de la France. Donc le contexte automobile, vous le connaissez, quels que soient les scénarios, de toute façon, on va vers une mobilité décarbonée. Actuellement, zéro émission en 2035 pour les véhicules neufs mis sur le marché, c'est-à-dire qu'on arrête toutes les activités qui ne sont pas électriques ou
qui sont liés à des moteurs en fait thermiques, avec notamment les discussions sur le e-fuel avec la clause de revoyure en 2026. Mais actuellement, le périmètre de jeu en fait au niveau des matériaux critiques et des stratégiques que nous manipulons, hein, c'est le véhicule électrique, le véhicule à pile à combustible avec tous les programmes des lancements, hein, tous les annonces des constructeurs pour des véhicules à zéro émission pour anticiper 2035, donc entre 2030 et 2035. Et je vous rappelle donc l'analyse en fait qui avait été faite par la filière de l'impact du Fit for 55 sur la filière automobile, hein, qui est un document disponible qui a été mis en partenariat et qui permet vraiment de lister les impacts de cette zéro émission en 2035 sur les véhicules neufs et sur lequel en fait j'ai pu extraire l'évolution du contenu matériau en fait des véhicules. Donc, avec l'évolution de ces véhicules, hein, électriques, connectés et autonomes, eh ben, on voit que le contenu matériaux critiques en fait, va être plus important. Il n'y aura pas forcément de nouveaux matériaux critiques, on verra de quels matériaux critiques on parle, mais le contenu va être beaucoup plus important en fonction en fait, de ce que l'on va regarder et en fonction des technologies qui vont être choisies. Donc, si on regarde par exemple dans le cas de la chaîne de traction, hein, là c'est pareil, on avait fait une étude au sein de la PFA avec Alix Partner, hein, qui montre l'évolution en matériaux comme les matériaux liés à l'électrification dans le cas des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques, où vous voyez une augmentation en fait très significative des matériaux type cuivre, type lié à la batterie, hein, lithium, cobalt, nickel, avec notamment des études très importantes sur la consommation du lithium jusqu'en 2050. Hein. Tous les scénarios montrent qu'il y aura besoin d'utiliser de plus en plus de lithium. Et donc ça va donner une exposition forte à certains matériaux critiques sur la chaîne de traction, mais aussi sur les composants électriques et électroniques, hein, et des polymères techniques qui sont liés notamment dans le cas de la pile à combustible ou dans le cas du réservoir à hydrogène, et dans le cas aussi de la recyclabilité. Et puis au niveau de la connectivité des aides à la conduite, hein, donc de plus en plus d'écrans, des panneaux, toute largeur, des connexions, des interfaces avec le cloud, le Wi-Fi, le GPS, le véhicule connecté à l'infrastructure entre eux ou avec le réseau électrique. Donc besoin aussi beaucoup d'interfaces de calculateurs, de composants électriques et électroniques. Et puis, pour les usages routiers périurbains, hein, un besoin d'aérodynamique, hein, de diminuer en fait la résistance au frottement pour augmenter tout ce qui est autonomie au niveau des véhicules électriques. Et puis, dans tout l'ensemble des motorisations, de diminuer les frottements, hein, pour pouvoir avoir une meilleure efficacité du kilowatt utilisé, que ce soit un kilowatt au niveau de la batterie ou d'un véhicule à haute propulsion pour avoir vraiment ce rendement énergétique le plus fort possible et diminuer les quantités embarquées et d'augmenter les autonomies des véhicules, que ce soit aussi bien sur l'aéro que sur les pneumatiques, que sur l'efficacité complète de la chaîne de traction. Donc tout ça, ça va répartir et rendre différents les expositions du véhicule à certains matériaux critiques. Et pour ça, donc, le groupe qui était déjà en place au moment où il y a eu la crise des terres rares, hein, a continué et maintenant il reprend effectivement de l'ampleur à partir de ce groupe dédié au sein du CRA10 sur les matériaux critiques. Donc, comment on fonctionne en fait au sein de ce groupe de travail? Donc, les données d'entrée, en fait, ça va être tout ce qui est lié aux fiches de criticité, aux listes des matériaux critiques en fait au niveau international. L'ensemble des pays, que ce soit au niveau mondial, en fait, donne une liste de matériaux stratégiques et critiques pour leurs activités. Et puis, à partir de là, on fait une analyse en fait des matériaux. On s'appuie sur le nouvel observatoire français, l'OFREMI, pour les ressources minérales au niveau des filières industrielles. Donc, ce nouvel organisme permet de faire une analyse au niveau français des criticités de certains matériaux. Et pour la filière automobile, on remonte les besoins de la filière automobile au sein de cet observatoire. Donc ça, c'est les données d'entrée. On regarde aussi les matériaux critiques en fonction des usages. Donc pas seulement au niveau du véhicule, mais aussi de tout l'écosystème, hein, pour tout ce qui est production, stockage d'électricité. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de regarder les usages de ces matériaux dans les autres filières. Et c'est pour ça que l'OFREMI est très important, puisqu'il nous donne une vision en dehors de l'automobile, pour s'assurer qu'on n'ait pas l'effet tunnel et qu'on regarde bien ce qui se passe aussi, comment les autres filières industrielles vont utiliser ces matériaux critiques. À partir de là, au sein du groupe de travail,
on a défini donc le position paper. Donc en données de sortie, on a un document qui est consultable sur le site de la PFA, où vous avez la position technique de filière. Et en plus de ce document-là, une approche systémique, c'est-à-dire on n'est pas en temps de crise sur certains approvisionnements comme on a eu au moment de la crise des terres rares, mais il y a beaucoup de tensions. Et à partir de là, c'est d'avoir une approche complète avec la filière, bien se connaître, savoir ce qui se passe, quelles sont les expositions de chacun, de façon à avoir des canaux d'information rapides avant que les crises arrivent et qu'on puisse avoir un outil pour pouvoir traiter les signaux faibles. Donc ça, c'est aussi bien un document qu'une approche en fait de fonctionnement. Donc, dans ce document que je vous incite à télécharger et à regarder, qui est en cours de mise à jour, qui sera mis à jour au début de l'année prochaine pour ce document-là, ce que l'on a identifié, donc, c'est les matériaux critiques au sens large, mais dans la filière automobile, ceux qui deviennent stratégiques, c'est-à-dire ceux qui ont une importance en fait économique ou concurrentielle forte. Donc, vous retrouvez évidemment tous les matériaux pour les batteries et l'électrification au sens large, lithium, cobalt, nickel, cuivre, et un point très important sur le graphite, puisque la Chine a mis sous export de contrôle les graphites utilisés pour certaines applications, dont les applications pour batterie. Les platinoïdes, que vous retrouvez dans les systèmes actuels pour les moteurs thermiques et qui vont reprendre aussi une exposition avec les piles à combustible pour l'hydrogène. Les terres rares, qu'elles soient lourdes ou légères. Les matériaux, et d'ailleurs, vous aurez une bonne présentation après pour pouvoir voir effectivement sur cet aspect terre rare ce qui est fait en cours. Les matériaux pour le digital, la connectique électronique, avec un point aussi d'intention très fort sur le gallium et le germanium, avec notamment là aussi des exports contrôle de la Chine qui limitent en fait, pour l'instant, qui enregistrent les quantités de gallium et de germanium qui sont exportées en dehors de la Chine. Les minerais de conflit, ce qu'on appelle les 3TG, tin, tantal, tungstène, or, qui sont aussi des règlements de déclaration pour les industries qui utilisent ça, notamment dans l'électrique et l'électronique. Et puis, il n'y a pas que des minerais, il y a les plastiques, les fibres de carbone et les métaux, les matériaux d'origine animale ou d'origine naturelle. Donc, on pense au cuir dans le cas de l'animal, ou naturel, on pense à l'EVA dans le cas des caoutchoucs. Et donc, une fois qu'on a fait cette approche technique, le but de la filière, c'est de faire des recommandations. Donc, des recommandations pour l'industrie automobile. Donc, c'est ce que vous avez vu. L'écosystème automobile, puisque l'automobile évolue dans un écosystème de transport d'énergie, de stockage, d'approvisionnement, de flux. Et puis, des gouvernements, des organismes politiques, que ce soit au niveau national ou européen, pour alerter sur des risques d'exposition, de réglementation, de cohérence des textes, puisque si vous voyez, si vous avez lu ou si vous regardez ce position paper, il y a un gros point de vigilance sur la cohérence en fait, des textes entre les différentes réglementations, puisque les matériaux critiques englobent l'ensemble des technologies et donc doivent avoir des séquencements avec les différentes réglementations qui touchent, par exemple, la batterie d'un côté, les polymères de l'autre, le recyclage d'une autre voie, et ainsi de suite. Donc, en dehors de ce position paper, dans la méthode aussi de travailler, nous avons identifié 6 leviers stratégiques en fait disponibles. Après, chaque société va manipuler en fait ces différents leviers. Un levier de substitution, un levier de tout ce qui est diversification des ressources et la sécurisation des ressources d'approvisionnement. Le levier général avec l'exemple très important qui sera présenté après par Valéo sur tout ce qui est les sujets de R&D. Un sujet aussi très important sur tout ce qui est économie circulaire au sens large, pas simplement que la partie recyclage, mais toute cette approche business, éco-design, boucle fermée. Et puis un sujet aussi important à travers les communications, les réseaux de la filière, c'est tout ce qui est business intelligence. Et vous verrez, puisque on intervient aussi jusqu'au niveau international avec l'Agence internationale de l'énergie. Donc, si on prend les leviers de substitution, donc il y a 2 types de substitution, les substitutions de substance à substance, c'est-à-dire remplacer une substance par une autre. Donc là, on prend l'exemple très marquant des aimants permanents. Donc la tendance est de diminuer en fait les terres rares lourdes que sont le terbium et le dysprosium dans les aimants, et à terme de regarder des substitutions en fait au néodyme, qui est une terre légère, par d'autres types de terres rares comme le lantane cérium. Donc ça sera présenté plus tard. Ou ce que vous pouvez voir dans les batteries aussi, c'est d'avoir en fait des substitutions de chimie, suivant les NMC par exemple, pour avoir
moins de cobalt, plus de nickel et substituer en fait chacune des substances. Ou vous pouvez avoir une substitution des technologies qui permet en fait, par exemple, dans le cas des rotors, au lieu d'avoir un rotor par aimant, avoir un rotor par électroaimant. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas d'aimant à base de terre rare, mais vous avez du cuivre et vous changez donc la technologie rotor aimant permanent par rotor bobiné. Ou dans le cas des batteries, vous pouvez avoir des technologies qui vous permettent, au lieu, comme dans le cas précédent, de diminuer en fait la teneur entre nickel et cobalt, d'avoir une chimie qui est sans nickel-cobalt et par rapport à des chimies nickel-cobalt. Dans tous les cas, il y a des études en fait qui sont faites au niveau national, européen, international, mais les dossiers du JRC, qui est le laboratoire central européen, permettent de donner des éléments très importants sur ce levier. Et vous le verrez, dans chacun des leviers identifiés, on a souvent des études très complètes au niveau national et au niveau européen. L'autre levier, c'est la diversification des approvisionnements, des sources d'approvisionnement, pour diminuer les dépendances par rapport à la Chine et à l'Asie au sens large. Et vous voyez de plus en plus d'accords dans la presse entre les différents pays producteurs et les pays consommateurs avec des accords européens. Donc, la France, l'Allemagne vont signer des accords, ou l'Europe va signer des accords, ou le Canada, les États-Unis, l'Australie vont signer des accords avec l'Europe. Et ce que l'on voit aussi, c'est des diversifications de technologies d'extraction, avec notamment le lithium, le lithium issu des sources géothermales, où on a de plus en plus des méthodes d'extraction directe en même temps que de l'énergie. On extrait du lithium et qui permet, à travers ce levier-là, de diversifier les approvisionnements, puisqu'on ne part pas forcément de roches. Et à partir de là, on voit aussi de plus en plus de publications, d'études, notamment en France, en Europe et à l'international, pour faire l'état des mines au niveau local, pour exploiter et diversifier les approvisionnements en faisant du local-local, extraire en Europe les minerais qu'on utilise, extraire aux États-Unis les minerais qu'ils utilisent, et augmenter en fait cette diversification pour limiter les importations. Et une fois que vous avez ça, ce qu'il faut, c'est sécuriser en fait les approvisionnements. Donc là, en plus des accords en fait entre les pays, vous voyez de plus en plus d'accords entre certaines sociétés, que ce soit constructeurs équipementiers avec des miniers, avec des opérateurs, avec d'autres intervenants sur l'échelle de valeur. Et là-dessus, on dispose de leviers importants, la diplomatie des mines, qui est un acteur important au niveau national, avec notamment France Diplomatie ou la nouvelle délégation interministérielle sur les approvisionnements en minerais, ce qu'on appelle la DIAMS, avec un délégué interministériel qui dépend directement du Premier ministre, et puis l'OFREMI, j'en ai parlé. Et puis au niveau européen aussi, l'ERMA, qui est l'Alliance européenne des matériaux pour tout ce qui est financement des projets, notamment pour les projets miniers ou les projets d'approvisionnement, et de sécuriser au niveau européen ces approvisionnements de matériaux critiques. Donc là aussi, il y a des études, les rapports nationaux au niveau du Sénat, au niveau européen, pour pouvoir identifier les meilleures sources de sécurisation et qui se traduisent après à des accords. Donc soit des accords entre pays, soit des accords entre sociétés. Et puis après, ce qui peut se passer, c'est des accords au niveau interne de chacune des sociétés pour faire soit des contrats, soit racheter des sociétés en faisant des fusions, soit en faisant des partenariats, des JV, des usines communes pour pouvoir aussi sécuriser à tel ou tel niveau l'approvisionnement ou la sécurisation. Et un exemple type, c'est ce qui est fait au niveau de l'économie circulaire, où vous voyez de plus en plus de partenariats, de sociétés qui se rachètent ou de sociétés qui font des accords commerciaux ou des JV pour pouvoir traiter en fait l'aspect d'économie circulaire. Donc le principe de l'économie circulaire, c'est vraiment d'avoir des boucles complètes sur l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau de la conception, de la production, de l'utilisation et de la réutilisation des matériaux, des substances, pour diminuer la consommation de matières vierges. Donc vous avez la réparation, le réemploi, la réaffectation hors automobile ou le recyclage de ces métaux-là. Donc on prend l'exemple d'une batterie, donc dans le cas d'une batterie,
monté sur véhicule automobile, vous avez l'utilisation de la batterie, vous avez la réparation de la batterie, et puis vous avez ce qu'on appelle la seconde vie, donc c'est-à-dire d'utiliser cette batterie automobile sur un système d'une seconde vie qui est généralement un usage stationnaire pour pouvoir faire une zone de tampon, une zone de stockage. Et après cette seconde vie, vous avez le recyclage, et là, le démontage, et la réutilisation des matériaux critiques à travers des boucles de recyclage pour pouvoir reformer de la matière première pour pouvoir faire d'autres batteries. L'autre exemple qui sera détaillé aussi, donc c'est la partie du recyclage des aimants permanents. Donc là, vous avez en fait trois types de recyclage. Le recyclage classique, c'est tout ce qui est chute de production, où là, lorsque vous avez des aimants, souvent ils sont usinés, et vous avez donc ce qu'on appelle des swarfs, qui sont en fait des chutes de production qui sont réutilisées pour pouvoir refaire en fait de la matière. Malheureusement, ça part souvent en Chine, et c'est pour ça qu'il y a des projets européens et nationaux pour pouvoir les traiter en Europe et au niveau français. Et puis, vous le verrez plus tard, il y a deux voies de recyclage, de ce qu'on appelle la boucle courte. C'est-à-dire que vous avez des aimants, hein, vous les broyez, vous retournez au niveau de poudre, et à partir de ces poudres-là, vous reformez des aimants. C'est typiquement des acteurs que l'on voit et des projets liés à ça, dont notamment des acteurs français. Et puis, le recyclage en boucle longue, où là, vous avez un aimant, vous le broyez, mais au lieu de revenir à la poudre, vous revenez directement aux oxydes de terre rare. Et ces oxydes de terre rare, vous reformez en fait des composants, des poudres, qui vous permettent de reformer des aimants complets à partir en fait d'oxydes de terre rare plutôt que repasser par des poudres. Vous revenez jusqu'à l'oxyde. Et là aussi, il y a beaucoup de projets et beaucoup d'acteurs qui commencent à se positionner sur ce sujet-là. Et là-dessus, vous avez aussi des études sur l'économie circulaire et aussi la difficulté ou le pourcentage actuel de recyclage de certains matériaux critiques au niveau en fait européen, avec, vous voyez, dans le cas du dysprosium, qui est une terre rare lourde stratégique dans le cas des aimants permanents, 0% de recyclage actuellement au niveau européen. Et ça va augmenter au fur et à mesure avec les filières qui sont en cours de montage. Donc tout ce cadre en fait de levier se fait dans un cadre aussi, on va dire, législatif, puisque depuis la fin du mois de mai, il y a eu le Critical Raw Material Act, qui a été donc voté et mis en vigueur depuis la fin du mois de mai, sur lequel on retrouve en fait l'ensemble des activités. Donc ce règlement européen liste en fait 34 matériaux critiques, les CRM, Critical Raw Material, et parmi ces 34, 17 stratégiques. Alors les 17 stratégiques sont en rouge, vous allez retrouver tous les éléments liés à la batterie, aux aimants permanents, et puis à des composants aussi stratégiques comme le graphite, le cuivre aussi, et puis certaines nuances comme le bore métal ou le silicium métal dans le cas de la transition énergétique et digitale, puisque le CRM Act veut sécuriser les approvisionnements responsables et sustainable pour tout ce qui est matériaux liés à la transition énergétique et digitale. Donc 5 KPI, extraire à partir des besoins européens en Europe, faire du process en Europe, 40% des besoins doivent être issus des process européens, 25% des besoins de ces matériaux stratégiques issus du recyclage, et ne pas dépendre de plus de 65% d'une seule source d'approvisionnement géographique pour diminuer par rapport au levier de diversification du monosourcing. Et puis pour les industriels, avoir un temps maximum pour les permis au niveau de l'administration, 27 mois pour les permis d'extraction et 15 mois pour tout ce qui est activité liée au process de recyclage, des usines de recyclage associées à ça. Et un point important pour la filière, c'est un KPI sur les 34 matériaux critiques, qui est de faire tous les 3 ans un reporting, aussi bien au niveau de ses directeurs et à terme, on suppose, au niveau européen, pour pouvoir faire en fait des risques sur sa chaîne d'approvisionnement et identifier en fait les points les plus critiques et à partir de là mettre des plans d'action. Dans tous les cas, en fait, le Critical Raw Material Act donne une approche de chaîne de valeur qui implique l'ensemble des industriels, ce n'est pas que la filière automobile, et qui va nécessiter qu'on développe des méthodologies, des benchmarks et des coordinations entre les différentes industries au niveau national, européen et international, puisque c'est clair qu'on n'accède pas forcément à tous ces matériaux critiques au niveau européen, mais on les importe. Donc toute cette
animation devrait être faite avec une bonne collaboration sur l'échange de la connaissance sur les chaînes de valeur et mettre en place ces outils. Et à partir de là, donc, un levier important qui alimente tous les autres leviers, et on le verra après, hein, c'est tout ce qui est lié à la R&D, avec les développements des nouveaux matériaux, des nouvelles chimies, des nouvelles mobilités, des nouveaux usages, pour diminuer en fait et étudier notamment la substitution, favoriser le recyclage, favoriser différents approvisionnements entre les différents matériaux, développer des nouvelles technologies pour alimenter en fait l'ensemble des leviers précédents. Et le point important aussi, qui est tout ce qui est intelligence économique, avec les réseaux techniques, technologiques, mais il ne faut pas oublier la géopolitique, le financier, le normatif. Donc on regarde au niveau international aussi tout ce qui est via l'Agence internationale de l'énergie, les réglementations au niveau national, européen, avec le Critical Raw Materials Act, on en a parlé, mais au niveau international aussi, notamment sur les pays nordiques, et puis les restrictions pour tout ce qui est export contrôle, tout ce qui est intégration dans la chaîne de valeur, où les pays miniers exportent de moins en moins de la matière brute et de la matière semi-finie, ou mettent de plus en plus de quotas. Donc ça, c'est des études que l'on fait aussi pour voir en fait comment le marché va s'équilibrer. Et un point, en fait, comme je disais, c'est sur les compétences rares et d'avenir. Donc ça, c'est un groupe de travail qu'on a en commun avec la SIA. C'est un livre blanc que je vous invite aussi à télécharger pour que ce soit pour vous, vos enseignants, vos partenariats aussi, qui donne clairement, en fait, les besoins que l'on aura au niveau de la filière automobile pour toutes les compétences transversales liées aux tendances profondes, hein, ce qu'on appelle les méga 30. Les villes sont de plus en plus concentrées, la population va être vieillissante, le marché va être fragmenté, donc tout ça, c'est les méga 30. Tout ce qui est nouvelles compétences liées aux mutations technologiques, dont nous, l'électrification, tout ce qui est fin du moteur thermique, est lié à ces activités-là. Les compétences liées au cœur de métier, hein, les compétences traditionnelles à renforcer, on fera toujours et on vendra des véhicules, donc il y aura besoin de les entretenir, il y aura besoin d'avoir de réseaux, il y aura besoin de diagnostic. Donc tous ces métiers nécessiteront en fait des compétences. Et puis les compétences traditionnelles à maintenir, hein, pour tout ce qui va être lié les activités dans les garages. Et tout ça, notamment, doit être pris en compte. Et lorsqu'on va développer des nouveaux procédés ou des nouveaux mines ou des nouvelles technologies de recyclage, on aura besoin aussi de compétences pour refaire en fait de la chimie, de l'industrialisation. Et vous le verrez à travers la présentation de Valeo, il y a beaucoup de compétences très techniques dans ces projets d'industrialisation en France et en Europe. Donc en conclusion, ce que l'on voit, c'est qu'à travers ce mixte, l'automobile va plus évoluer dans les 10 prochaines années, hein, notamment avec la date de 2035, elle l'a fait dans les 30 dernières années. On va voir une évolution des technologies, du contenu véhicule, notamment au niveau des matériaux qui vont évoluer, une exposition aux matériaux qui sera de plus en plus importante et des dépendances qui vont évoluer avec des dépendances de plus en plus fortes avec les leviers que je vous ai présentés. Il n'existe que très peu de métaux rares, il y en a quelques-uns, mais majoritairement ce sont des matériaux critiques. Et dans le cas des filières industrielles qui, pour nous, dans l'automobile, vont être des matériaux stratégiques sur lesquels en fait il y aura des enjeux économiques très très forts. Et c'est pour ça qu'on a des activités en fait transversales au niveau national, européen et international. Et puis, donc, ces outils, hein, donc, il y a des textes réglementaires, il y a des usines, il y a des projets qui se font au niveau nationaux, transnationaux et européens qui commencent à se mettre en place pour adresser les différents leviers et diminuer nos dépendances en utilisant de plus en plus de nouvelles technologies, des produits recyclés et puis des sourcings en fait, qui se font en local à partir de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement pour avoir cette vision complète et diminuer ou diversifier en fait les approvisionnements et de moins en moins dépendants à des technologies ou à des approvisionnements qui seraient monosourcing et non sécurisés pour la filière automobile. Voilà. Merci beaucoup, Gildas, pour cette présentation très complète. Je vois qu'on a des questions dans le chat. Alors, la première, c'est plutôt une remarque sur laquelle tu pourras peut-être rajouter des éléments. Denis Lahonde qui nous dit qu'il est peut-être important de mentionner que 10% des matériaux doivent être extraits en Europe. Ça fait partie du Critical Raw Materials Act, oui, effectivement, que c'est
c'est pas tout à fait 10% des besoins parce que le Critical Raw Material Act est assez complexe à interpréter au niveau filière, mais le texte tel qu'il est défini, effectivement, c'est 10% en fait des besoins annuels qui doivent être extraits par des approvisionnements européens. Donc effectivement, ça c'est un point important et c'est pour ça que tous les États, notamment l'État français, hein, ils ont mandaté le BRGM pour faire un état du sol minier et des ressources. Et c'est pour ça que vous voyez aussi de plus en plus des annonces hein, sur la Finlande, tous les pays scandinaves au sens large, hein, qui ont ouvert des mines ou qui ont détecté des nouveaux gisements. C'est pas forcément des nouveaux gisements, mais ils deviennent maintenant économiquement exploitables puisqu'il y a cette obligation d'avoir 10% des besoins annuels de l'Union européenne qui sont issus en fait d'extraction européenne. Donc ça fait effectivement partie des 5 KPI du Critical Raw Material Act. Et ça a des enjeux forts hein, sur l'approvisionnement et les stratégies d'approvisionnement que l'on peut avoir au sein de la filière. D'accord, merci pour la précision. J'ai une question de Hugo Basset aussi qui nous précise, n'y a-t-il pas aussi un levier évolution des usages, partage de la batterie, réduire la taille des batteries embarquées, etc., covoiturage? Si, oui, oui, bien sûr. Donc, moi, je copilote que la partie raw matériaux critiques, mais au sein de la PFA, il y a d'autres groupes de travail hein, qui travaillent sur le véhicule électrique, les ADAS, les nouveaux usages, et qui prennent en compte en fait ces nouveaux usages, de partager le véhicule, d'avoir en fait une, euh, une utilisation raisonnée des ressources, que ce soit naturelles, minérales ou énergétiques, pour pouvoir en mettre en compte cette diminution de l'exposition. Donc ça, c'est une donnée d'entrée que nous, on prend en compte, mais on ne l'adresse pas en fait dans le CRA10. Il y a effectivement tout ce qui est lié à la mobilité au sens large. Quel type de mobilité, le plurimodal, et ça c'est pris en compte dans les études de la PFA, puisqu'on peut avoir un report d'une technologie à l'autre ou un report d'un usage qui va avoir du coup une incidence sur l'exposition et la quantité de matériaux critiques que l'on peut utiliser suivant les différents scénarios ou scénarii que l'on va manipuler. D'accord. Et ce n'est pas dans Euh, le CRA10, c'est dans d'autres groupes de travail qui sont gérés au sein de la PFA. ok. Alors j'ai Jérôme Gouin qui est donc le présentateur qui est côté Paul Avenia qui présentera la dernière partie du webinaire, qui nous apporte une précision. La partie recyclage du Raw Material Act comprend également le recyclage des déchets miniers. Oui, Voilà, pour information. exactement. Les 25% en fait, des besoins de l'Union européenne sont issus du domestic recycling. Et le domestic recycling, c'est ce qu'on produit, ce que l'on utilise. Et effectivement, la partie minier peut faire et va contribuer certainement fortement à cet aspect-là pour pouvoir en fait avoir la vision complète de la partie extractive, utilisation, mais c'est un point important, oui. Très bien. Bah, j'ai pas d'autres questions en stock. Si quelqu'un a une dernière question, n'hésitez pas. Je crois que tu dois nous abandonner, Gildas. Tu avais une contrainte horaire, hein, il me semble. À 11 heures, il me semble, c'est ça? Oui, c'est Ou ça. Et peut-être avant. je Voilà. vais jongler entre les deux et je resterai au maximum s'il y a des questions entre-temps. Ok, bon, bah, très bien. Bah, écoute, de toute façon, j'imagine que les personnes peuvent également te renvoyer des questions par la suite si nécessaire. Oui, N'hésitez oui, pas à me les transférer aussi. On est dans un écosystème où on peut se parler tous ensemble et donc je poserai les questions aux bonnes personnes. Voilà, bah merci beaucoup Gildas, encore une fois. Et puis merci. donc on peut passer à la suite, donc une présentation de Louis-Charles Garnier, donc du projet Magnolia, donc par Valeo. Et donc on passe à la dernière présentation, donc la présentation du programme Alina par Emmanuel Robin et Jérôme Gouin du pôle Avenia. Voilà, je vous passe la main. Merci. Merci pour cette invitation. Je pense qu'on va avoir quelque chose qui sera assez, alors pas complémentaire parce que, enfin,
si, mais en amont, en fait, par rapport à tout ce qui a été présenté. Je vais partager. Alors, j'ai pas présenté le pôle Avenia, bien sûr, parce que j'ai vu que c'était dans les Je slides, vais, mais je te oui, laisse. Voilà. alors, j'arrive pas à passer en mode présentation. Ah si, ça y est. Vous voyez en mode présentation, là, c'est bon? Oui, très bien. Ok, parfait. Merci. Avenia, bah, du coup, qui sommes-nous? On est aussi un pôle de compétitivité comme Nextmove. On a environ 260 membres avec donc des PME, des groupes d'industriels, des laboratoires R&D, collectivités territoriales, comme tous les pôles de compétitivité. Et avec cette même mission de promouvoir l'innovation dans le cadre de projets collaboratifs, notre particularité, c'est qu'on est lié, on a des activités en lien avec le sous-sol. Donc, on a les activités de promotion de l'énergie géothermique, géotechnique, hydrogéologie, mines et carrières, c'est ce qui va plus nous intéresser aujourd'hui, le pétrole et le gaz et le stockage géologique. Euh, ces activités de promotion de l'innovation, l'organise autour de clubs innovation ou ateliers thématiques techniques. On organise aussi des événements de réseautage. On avait la semaine dernière notre événement annuel qui s'appelle les GeoDays, où on a eu une table ronde justement avec la Diams dont parlait Gilda tout à l'heure, l'Ofrémi qui était présent aussi pour aborder cette thématique des matériaux critiques. On travaille aussi dans des projets collaboratifs de territoire. Donc là, c'est en tant que pôle ou pour faire en sorte que des projets émergent. Et on a structuré aussi l'ensemble de nos thématiques au sein de programmes thématiques qui sont déployés au niveau régional, national, européen et international. Dans les sujets transverses que l'on aborde, il y a la thématique de la formation qui a été évoquée aussi tout à l'heure, la thématique de l'environnement avec par exemple des sites et sols pollués sur des sites industriels ou des anciennes mines, par exemple. Et surtout, on aborde la thématique de l'acceptabilité des projets sous-sol, parce qu'on s'aperçoit actuellement en fait que cette problématique peut non seulement faire qu'un projet sous-sol ne démarre pas, si on veut ouvrir une nouvelle mine. Donc, on a l'exemple en ce moment du débat public sur la mine d'Iméris sur le lithium. Mais ça peut aussi arrêter des activités qui sont en cours. Et ça, je pense que beaucoup de gens n'en ont pas assez conscience. On a parlé des métaux et matières critiques et stratégiques, mais il y a des matières qui ne sont pas actuellement dans cette liste. Je pense par exemple aux charges minérales qui sont largement utilisées dans la construction d'une voiture, dans les pneus, les pare-brises. Donc ça, c'est important de prendre ça, d'intégrer ça, que on essaye de favoriser les approvisionnements actuels européens, mais ce qui est actuellement ouvert et en cours n'est pas garanti que ça perdure. Euh, donc, dans les différents programmes thématiques dont je parlais tout à l'heure, on en a un premier qui s'appelle Picture, qui est un programme de stockage industriel, transport, utilisation et stockage de CO2.
Un autre qui s'appelle Earth2, qui est sur la promotion de l'hydrogène naturel, donc naturellement présent dans le sol, et le stockage géologique d'hydrogène. Alina, dont je vais plus particulièrement parler en suivant, et puis un programme de géothermie. Donc, s'il y a besoin d'informations, effectivement, vous pouvez nous contacter à l'issue de ce webinaire par le biais de Pierre-Alexandre, par exemple. Donc, Alina, c'est un des programmes que l'on a initié, qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et qui vise à la sécurisation des approvisionnements en minéraux critiques pour les industries du futur. Donc, je parlerai un petit peu tout à l'heure des industries des filières qui sont ciblées. L'idée de Alina, c'est vraiment de considérer l'ensemble de la chaîne de valeur de la partie exploration, exploitation, jusqu'aux industries utilisatrices. Donc, ça peut être par exemple le secteur de l'automobile, qui inclut la valorisation des résidus miniers, dont Jérôme parlait tout à l'heure dans le chat, le développement de nouveaux procédés de traitement de minerais, l'intégration du recyclage. Donc, on travaille en collaboration avec Orano, qui a été cité tout à l'heure aussi. Et l'idée, c'est vraiment de structurer cette chaîne complète à l'échelle régionale, sur des projets régionaux, à l'échelle nationale, européenne ou internationale. Donc, sur la chaîne, à l'échelle internationale, par exemple, on a des collaborations avec le Québec et on a une présence au salon Québec Mine Énergie depuis 3 ans maintenant, où justement on discute beaucoup avec les Québécois des approches environnementales, valorisation des résidus miniers, acceptabilité par les populations. Voilà, c'est ce genre de thématique. On va aussi se rendre avec la Diams et l'Ofrémy au salon AEMARC en Australie fin octobre. Voilà, c'est des exemples de missions que l'on bâtit à l'échelle internationale. À l'échelle européenne, on a un réseau d'acteurs qui sont basés, on a mentionné tout à l'heure Finlande, Suède, mais aussi avec Cornouailles, Portugal, Espagne, un peu la Grèce aussi, sur tout ce qui est sécurisation, mais à l'échelle européenne des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement. Juste pour le mentionner ici, on organise notre prochain événement à l'INA, justement à Bruxelles, dans les locaux de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles, le 17 septembre. Donc, si ça intéresse quelqu'un de se rendre à cet événement, on peut prendre aussi des contacts pour relayer l'invitation pour cet événement. Au niveau des acteurs de ce programme, on a un groupe stratégie où on a donc Avenia, la région Nouvelle-Aquitaine, des associations professionnelles aussi qui nous aident à donner les grandes orientations, l'Ofrémy, je l'ai mentionné, des représentants des différents partenaires que l'on a à l'échelle européenne que j'ai mentionné précédemment et à l'international. Et aussi, on a des contacts avec des utilisateurs. Donc, on avait effectivement eu des échanges avec Nextmove de façon générale, aussi avec Gilda précédemment. Au niveau européen, il y a les régions européennes, les différentes commissions. À la Commission européenne, on a différentes DG avec qui que l'on rencontre de façon assez régulière pour sensibiliser aux points bloquants de tout ce qui est projet d'exploration ou encore plus d'exploitation, puisqu'on sait que l'activité minière en France n'est pas débordante, on va dire. Les relations avec des associations professionnelles,
avec qui on parle soit des projets eux-mêmes et beaucoup de cette partie acceptabilité des projets miniers ou des projets sous-sol de façon générale. Donc j'ai mentionné le Québec et aussi on a des interactions assez fortes avec l'OCDE qui est en train de réaliser une étude à l'échelle européenne pour voir justement quels sont les développements qu'il y a à l'échelle européenne ou aussi les points de blocage dans chacun des pays, enfin des régions européennes. Dans la partie groupe d'utilisateurs, donc la filière automobile est un très bon élève. On a bien vu tout ce qui est abordé, tous les angles qui sont abordés par la présentation de Gilda précédemment. Je dois avouer que d'autres filières sont beaucoup moins matures, ont une prise de conscience qui est bien moindre, qui fait presque peur. En fait, les gens sont persuadés que les approvisionnements sont là et que en fait ils font appel à leurs fournisseurs de rang N-1, mais ne pensent pas forcément à solliciter les fournisseurs de rang N-2 ou N-3 et sécuriser les approvisionnements au long terme et euh, dans leur globalité, en fait. Et ce que l'on a pu voir, donc encore une fois, dans la filière automobile, c'est qu'il y a même des investissements qui sont faits sur des projets d'exploration ou, par exemple, un projet de valorisation des résidus miniers ou Orano qui travaille sur la partie développement de procédés. Donc ça, c'est des approches qui sont je dirais bons élèves, mais tout le monde n'est pas bon élève à ce point-là. Pour la suite des diaporamas, je vais passer la parole à mon collègue Jérôme Gouin, qui lui est beaucoup plus technique que moi. Je suis plus technique, mais je vais essayer d'être quand même pas trop technique pour le webinaire. Pour compléter aussi un petit peu ce que vient de dire Emmanuel, donc, on travaille aussi avec le pôle de compétitivité de TEM2, justement, sur les aspects recyclage, donc avec leur écosystème, et puis le nôtre qui est plutôt sur la partie amont, première transformation, enfin sur la partie métallurgie et sidérurgie pour transformer des minerais. Donc, l'idée, c'est justement de travailler aussi avec eux sur, j'en ai parlé tout à l'heure dans le chat, sur la reprise des déchets miniers. Dans quelle mesure ceux qui travaillent sur le recyclage, en travaillant avec ceux qui travaillent sur la métallurgie extractive classique, peuvent travailler ensemble pour traiter des nouveaux minerais, parce que les déchets miniers, souvent, ça fait longtemps qu'ils sont dehors, donc ils peuvent se présenter sous des formes minérales assez complexes et bien différentes de ce qui a été traité à l'origine dans le minerai primaire. Et puis en autre petit complément, on a également signé un partenariat avec le réseau scientifique métocritique et stratégique du Québec à l'occasion des GeoDays. Et justement, dans l'idée, comme maintenant le Québec et le Canada sont éligibles au financement des projets européens, d'avoir aussi cette passerelle pour pouvoir travailler aussi bien sur l'exploration et l'exploitation que sur le développement de nouveaux procédés, le recyclage ou l'exploitation de ressources primaires. Donc maintenant, je vais passer plus sur la partie potentielle. On parlait tout à l'heure, notamment Gilda, sécurisation des approvisionnements en matières premières. Donc, généralement, on regarde ce qui se passe en Europe, voire plus largement à l'international. Bon, il ne faut pas oublier que la France a été un pays minier quand même, et que malgré tout, il reste pas mal de choses encore à explorer et voire à exploiter dans les années prochaines dans le sous-sol français. Là, j'avais fait un petit panorama concernant la Nouvelle-Aquitaine pour les besoins d'un futur projet européen ou d'un partenariat européen. Donc, on a eu des exploitations, par exemple, d'or, d'uranium, de cuivre. Ça a été mentionné dans les éléments stratégiques pour la filière automobile, l'étain, le tungstène également. Voilà, à l'heure actuelle, donc là, c'était le terme anglo-saxon de mine active, mais c'est des carrières en France, c'est le régime des carrières. Donc, il y a du quartz ultra pur pour fabriquer du silicium qui peut être incorporé après aussi bien
dans les filières photovoltaïques ou on en a parlé tout à l'heure, filière automobile. On a quelques projets d'exploration, donc je les ai mentionnés ici, principalement situés dans la partie nord-ouest du Massif central, la région du Limousin, avec des métaux précieux, de l'antimoine et des métaux de base notamment. L'idée de l'exploration, c'est de voir ce qu'il pourrait y avoir en plus. Et dans certains cas, il y a des déchets miniers, donc dans quelle mesure on peut aussi les retraiter et valoriser le contenu métal qui peut être associé. Et le potentiel qui est connu à l'heure actuelle, hein, donc il y a quand même tout un tas d'éléments, dont le lithium, le niobium tantal, l'antimoine, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est, et je ne sais plus si ça avait été évoqué à un moment donné par Gilda, donc il y aura l'inventaire minier des ressources du sous-sol qui va être couplé aussi à un inventaire des déchets miniers pour voir justement le contenu en métaux critiques qui peut être associé aux gisements qui ont principalement exploité des métaux qui sont assez communs, hein, comme le plomb, l'or, le zinc, le cuivre, etc. Mais associé à ces éléments-là, il peut y avoir des métaux qui font partie de la liste des éléments critiques et stratégiques, comme le germanium qui est associé à des gisements de zinc. En France, on a eu quand même une belle production de germanium à un moment donné. On a même été le premier producteur au moins européen, si ce n'est mondial, pendant des années, avec le gisement de Saint-Salvi qui n'est pas fermé en profondeur. Il y a eu également de la production de germanium dans les Cévennes. Donc voilà, on peut citer aussi par rapport au lithium, par exemple. Donc j'ai vu que connectés, il y avait des gens de Lithium de France, par exemple, peut-être des gens de ES Géothermie et des Ramettes, donc qui sont sur des projets de valorisation du lithium géothermal en cours en Alsace. Il y a également le projet Émilie qui a été mentionné. Donc voilà, il y a des choses qui sont déjà en cours. Sur la fluorine, par exemple, il y a aussi une concession active, mais qui demande qu'à être développée s'il y a des besoins en fluor, par exemple, dans les industries de la mobilité, dans la région d'Antully, hein, au nord-est du Massif central. Pour le cuivre, il y a aussi le gisement de Rouez, par exemple, dans la Sarthe. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues et beaucoup de choses qui devraient être aussi confirmées, voire complétées avec les futurs travaux de l'inventaire minier. Et à titre d'exemple, Emmanuel, si tu peux passer à la diapo suivante. Sur la partie justement, enfin ce qu'on souhaite mettre en place dans le cadre du programme ALINA. Donc j'avais fait l'exercice pour la partie lithium et la filière batterie, hein, avec qui on a beaucoup discuté au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine, qui a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur toutes les parties de la transformation. En fait, une fois que le lithium arrive sous forme de carbonate ou d'hydroxyde pour fabriquer des précurseurs de batterie et aller jusqu'à la batterie. Donc l'idée, c'était de travailler sur l'amont, justement, la partie minière, parce que c'est ce qui manque en France et en Europe. Comme pour les terres rares, c'est la Chine qui domine pas mal les secteurs d'activité. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel en lithium en région Nouvelle-Aquitaine, aussi bien en roche, donc ce qui est présenté sur le petit morceau de carte qui est en haut, et puis sur la partie basse, il y a également la partie géothermale qui est associée, parce que dans ces contextes géologiques qui contiennent des granites à métaux rares, donc là où on trouve le lithium dans les roches, et avec les pegmatites par exemple aussi, et quand on a des grandes failles avec de l'eau qui circule dans ces environnements-là, c'est pas rare qu'il peut y avoir du lithium qui se retrouve associé à ces eaux géothermales. Donc on peut faire, comme par exemple un projet en Cornouailles, des projets de coproduction aussi bien en roche que géothermale, qui apportent des sources complémentaires en fait à ce qui pourrait être apporté dans le futur avec les filières de recyclage. Et donc l'idée, c'est de travailler sur tout ce qui est procédé d'extraction avec l'ensemble des adhérents du pôle Avénia. Ce n'est pas le pôle Avénia en tant que tel qui fait les travaux, hein, c'est bien les adhérents, les laboratoires de recherche et les entreprises. Et d'où les partenariats aussi avec d'autres régions minières européennes, avec Team 2, avec d'autres partenaires qui travaillent sur ces choses-là. On a aussi
Au niveau des adhérents, donc des entreprises qui ont des possibilités pour monter des pilotes à l'échelle jusqu'à semi-industrielle, voire industrielle. Hein. J'en ai mentionné quelques-uns ici avec Orano et Total Energy. Il y a aussi le BRGM, l'Université de Lorraine, il y a Eramet, etc. Enfin bref, il y a quand même une bonne capacité en France de ce côté-là. Et puis, on peut supposer qu'avec les besoins actuels, justement, les filières utilisatrices, comme la filière automobile et éventuellement d'autres, contribuent de plus en plus justement à essayer de favoriser le développement de ces projets-là sur le territoire national et européen, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire pour sécuriser à partir du développement en fait, de projets aussi bien en France qu'au niveau européen sur l'exploitation de ressources primaires, donc exploitées dans le cadre des activités minières et de carrière, que sur la reprise de déchets miniers, moyennant justement un bon état des lieux du contenu de ces déchets et de voir de quelle mesure c'est économiquement rentable de pouvoir extraire les métaux et minéraux associés qui peuvent être après utilisés au niveau des industries qui en ont besoin. Donc voilà pour la partie plus technique et je pense qu'on en a terminé sur la partie Polavenia. Donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour tous ces éclairages. Bon, je retiens la phrase d'intro d'Emmanuel aussi qui dit que, bon, en gros, faut pas prendre pour acquis l'approvisionnement des matériaux non critiques parce qu'ils peuvent le devenir plus rapidement que ce qu'on pense. Exactement. Ça, c'est important parce que je pense qu'on ne le dit pas souvent et c'est justement tout l'intérêt d'avoir votre expertise sur le sujet. On a tendance à se focaliser sur des matériaux critiques, mais on oublie que certains peuvent le devenir. Alors, j'ai pas de questions dans le chat pour l'instant. Alors, n'hésitez pas si quelqu'un a des questions. Je vais en avoir une du coup. Vas-y, je t'en prie. Merci pour votre présentation. Après, j'ai deux questions. Il y en a une sur tout ce qui est capitalisation des données géophysiques, géologiques, qui normalement, au bout d'un certain nombre d'années, doivent être capitalisées pour pouvoir en fait être centralisé ou traité. Donc, je ne sais pas si c'est au Bureau des mines ou BRGM, de savoir comment c'est fait. Est-ce qu'il y aura vraiment une volonté de pouvoir avoir ce phénomène de capitalisation comme on peut avoir dans les autres pays, notamment pays miniers, Australie, Canada, Amérique du Sud et peut-être dans les pays nordiques pour que nous, en France, on puisse éviter de repartir à zéro. Et deuxième question, justement, une fois qu'on a fait cet état des, des ressources, en fait, le passage de ressources à réserve passe par des analyses en fait de gisements, de rentabilité et ainsi de suite. Et est-ce que dans le pôle que vous avez, il y a des sociétés qui se spécialisent là-dedans de façon qu'il y ait un lien entre le minier et puis ce genre d'études qui sont faites de façon à ce que les projets puissent converger rapidement et focaliser sur les minerais, les sites qui sont économiquement viables pour pouvoir les remonter dans les processus qu'on peut avoir d'ouverture rapide sur des gisements qui sont économiquement viables pour pouvoir les accélérer. Emmanuel, je te laisse répondre. Non, je compléterai parce que j'ai un autre aspect qui sera moins technique que je pense que tu vas dire. Sur la première question, donc c'est le BRGM qui capitalise l'ensemble des données qui peuvent être acquises dans le cadre de travaux d'exploration minière et également d'exploitation. Il y a aussi les données d'archives du passé. Maintenant, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement depuis quelque temps sur justement la possibilité de mettre à disposition ces données, notamment tout ce qui est acquis, ce qui a été acquis dans le cadre de financement public, comme les données de l'inventaire minier, par exemple. Où là, justement, à l'heure actuelle, il y a les données sont accessibles, mais moyennant quand même un ticket d'entrée pour y accéder, quoi. Donc ça, c'est une question qui est en cours et qui a été posée au GeoDays, qui a été posée dans d'autres événements un petit peu avant. Donc voilà, je ne sais pas si éventuellement il y a quelqu'un du BRGM qui est connecté qui pourrait apporter des compléments. Mais sinon, enfin voilà, nous, par rapport à nos activités et aux remontées de nos membres, on travaille sur ces questions-là.
Et sur la partie, je dirais, confirmation ou établissement de ressources réserves et puis aller plus vite. Donc là, il y a déjà un certain nombre de sites où en fait, il y a eu des calculs de réserve qui ont été menés et il s'agirait de réactualiser en fait ces données-là avec les données économiques du moment parce qu'elles ont été calculées la plupart du temps, je dirais au mieux dans les années 80-90. Donc depuis, le cours des métaux a bien évolué, les technologies aussi pour aller les chercher également. Peut-être que des choses qui sont déjà connues peuvent déjà valoir le coup de s'y intéresser de près. Je pense par exemple, au cas du tungstène de Salau en Ariège ou des sites comme ça. Après, il y a beaucoup d'autres gisements ou gîtes qui ont été découverts, aussi bien dans le cadre de l'inventaire qu'avant, dans des travaux d'exploration. Là, effectivement, il faut faire des compléments justement pour certifier les ressources, calculer des réserves et puis aller plus vite et notamment regarder ce que je disais tout à l'heure pour les déchets miniers, mais ça vaut aussi pour les minerais primaires, les métaux critiques qui peuvent être associés. Parce que généralement, quand on cherchait du plomb-zinc, on ne regardait pas grand-chose avec. Quand on cherchait de l'or, on ne regardait pas grand-chose avec. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses quand on connaît les contextes géologiques et les éléments qui peuvent y être associés. Et là, en termes d'adhérents, bah, on a des entreprises comme J'Explore, par exemple, ou Arretus Géologie, qui sont des sociétés qui font du support à l'exploration minière. On a aussi des juniors minières, donc des petites compagnies qui font justement ce travail d'exploration, qui prennent ce risque-là pour développer des gisements comme la compagnie des mines aridiennes, où il y a également Aurelius, par exemple, pour l'autre entreprise qui a un permis dans le Limousin. Donc cette phase-là sera plutôt réalisée par des entreprises privées. Enfin, de mon point de vue, c'est plutôt comme ça que ça va se dérouler, contrairement à la phase amont, où là, ça peut être BRGM, des organismes publics qui vont aller jusqu'à la découverte. Découverte, premiers travaux et après passer à la profession, quoi. C'est généralement comme ça que ça se passe au niveau national. Et quand tu dis ça vaut le coup, tu l'écris COUP ou COUT? Parce que c'était un peu la réponse, la question. Un peu les deux. Un peu les deux parce que en fait, il y a beaucoup de gisements en France qui ont été arrêtés dans les années, allez, pour les mines les plus récentes, 80-90, hein, les dernières mines métalliques, c'est début 2000. Les cours des métaux étaient très bas, donc on exploitait les minerais, par exemple, le minerai de zinc de Saint-Salvi, ça devait être 13 ou 14% le minerai de zinc, là où maintenant les mines sont rentables à partir de 6%. Le cuivre dans les Andes, c'est 0,5% à 1% de cuivre. Dans les amas sulfurés en France, bon, on a 1% à 2-3%, quoi. Donc, il y a toutes ces choses-là à revoir justement en termes de coût avec un T ou valoir le coût avec un P, quoi. Et alors, lors des Geodays, justement, on avait, il y a la table ronde que je mentionnais tout à l'heure, c'était sur justement la valorisation économique des projets miniers. C'était, le titre exact, c'était les métaux critiques, mais à quel coût ou un truc À comme quel ça. prix? Ouais. À quel prix, voilà. Et donc, on avait une interlocutrice québécoise qui était là justement et qui disait, certes, il y a le coût économique, mais il y a aussi le coût environnemental qui est, pour l'instant, n'est pas encore valorisé au niveau économique et financier, mais qui peut-être, il y a des projets qui seraient à l'équilibre ou voire même un petit peu déficitaires et qui, en termes d'image écologique, on va dire, serait, enfin au niveau approche environnementale, serait très très très, enfin une belle vitrine en fait pour la France, on pense. Surtout sur cet aspect valorisation des résidus miniers qui est en fait quelque chose qu'il faut exploiter et qui serait beaucoup plus accepté. Je reprends cet angle d'acceptabilité parce qu'on est en train de dépolluer, on va dire, un ancien site, mais il y aurait une valeur économique et de
rationalisation des approvisionnements plutôt que d'aller chercher à l'autre bout de la terre et que ça fasse des allers-retours suivant les endroits où c'est traité, ça serait juste là. Et un autre aspect aussi, et j'essaie de faire bref, c'est la valorisation des exors miniers où, dans certains cas, on a de l'eau qui sort, des anciennes mines, des anciennes galeries et qui contiennent aussi des charges minérales associées. Et pour le moment, bah, on n'en fait pas grand-chose de ces choses-là, mais bon, toutes les entreprises qui travaillent sur le retraitement des eaux, que ce soit industriel ou autre, ça peut aussi, être un moyen d'extraire des matières premières, critiques, qui peuvent être aussi remises à disposition ensuite, des utilisateurs. Ouais, il y a des projets comme ça aussi sur la partie séparation des minerais avec des systèmes de filtration pour pouvoir, dans les eaux de séparation, de le traiter. Mais ce qui est clair, parce que je pense que les nouvelles mines en France, faut pas se leurrer, on n'en aura pas de nouvelles. Beaucoup, il y en aura peut-être. Passage de carrière à mine, oui, certainement, puisque la carrière existe déjà et à transférer en mine, ça peut se faire. Il y a des exemples en cours d'ailleurs, on espère qu'ils vont se faire. Et puis l'aspect des déchets ou des tailings, ça c'est vrai que c'est déjà, c'est pas disponible, mais c'est déjà des choses extraites et qui peuvent aller dans une acceptabilité de dire, ben voilà, ces stocks-là, en fait, c'est des stocks disponibles qui peuvent être extraits dans des conditions environnementales responsables et qui vont approvisionner des sous-produits qui étaient pas économiquement valorisables et qu'ils deviennent grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouveaux besoins. Et ça, c'est un discours, je pense, qui peut être accepté. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je voulais juste préciser aussi de mon côté, on arrive à 11h30, donc le timing est parfait. Préciser aussi que justement la présence du pôle Avenia ici, au-delà même de la présentation, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir potentiellement créer des relations entre des écosystèmes qui ont les mêmes problématiques, mais qui ne sont pas forcément amenés à se rencontrer. C'est aussi l'objectif de ce genre d'événement. Alors j'espère que ce ne sera pas le seul, hein, ça c'est clair. Mais je pense pas me tromper en disant voilà, n'hésitez pas à contacter Emmanuel et Jérôme. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos adresses mail dans le chat si vous voulez avoir des contacts plus faciles. Je pense que si vous avez des sujets liés à l'approvisionnement de ces matériaux-là, des questions, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher du pôle Avenia. Je pense qu'il y a des projets, il y a certainement des leviers de financement. On n'a pas eu le temps d'aborder ces sujets-là, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de solutions, en tout cas, que vous pouvez apporter à nos membres. Donc voilà, n'hésitez pas. On a nos adresses qui sont dans le PowerPoint que tu vas rediffuser derrière, Pierre-Alexandre, il me semble. Bon, bah super, très bien. Bah, c'est noté. Très belle transition. Donc, en effet, les PowerPoints vous seront redistribués ainsi que le replay du webinaire, à l'exception de la présentation de Valeo, comme je vous l'ai dit en introduction, pour des raisons de confidentialité. Voilà, écoutez, merci à tous en tout cas pour vos présentations. Merci